Blondine Ducrevon et son officier. 4e partie. Relations secrètes à haut risque. Amant. Friedrich, 23 juillet 1943. L'hôtel de la Poste où je réside depuis mon arrivée à Rouen est entouré d'un grillage qui monte jusqu'au 2e étage depuis le début de l'année. Je ne le connais donc qu'ainsi défiguré. J'entraîne Emma jusqu'à ma chambre au 4e étage. Elle se détend un peu alors que je l'aide à se débarrasser de sa veste. Elle ôte son chapeau, le pose avec son sac sur le bureau et observe l'aménagement de la chambre assez modeste. Elle est meublée d'un grand lit avec 2 tables de chevet, 2 tapis couvrant le parquet de chaque côté du lit, 2 chaises et un bureau. La pièce n'est pas très grande mais propre et lumineuse avec ses murs clairs. Je soupire d'aise en me délestant de ma veste et de mes bottes. J'ouvre les premiers boutons de ma chemise. Fatiguée, demandai-je à ma compagne. Non, surtout un peu étourdie à cause du champagne. Elle m'observe comme si elle me voyait pour la première fois. Il est vrai qu'elle ne m'a vu que 2 fois sans ma veste d'uniforme, au bord du Crevon et lors de notre pique-nique. Je fais un pas dans sa direction, plonge mon regard dans le sien et je l'enlace. Merci pour cette soirée. Elle m'a permis d'être avec toi plus longtemps que d'habitude, de danser et d'être proche de la femme que j'aime. J'ai même eu droit à une crise de jalousie. Tu tiens donc à moi tant que ça, Schatz ? Elle ne répond pas, et semble même un peu crispée. Est-ce parce que j'ai parlé de jalousie ? J'écarte d'un doigt une mèche de cheveux sur sa tempe. J'effleure sa joue jusqu'à atteindre sa bouche. Mes lèvres prennent le relais, et dès que je la presse contre moi, notre baiser devient passionné. Elle pose une main sur ma nuque et l'autre dans mon dos. Alors que je m'écarte un peu pour la regarder, elle m'attire à elle et s'empare de mes lèvres à son tour, comme si elle voulait que notre baiser ne cesse pas. Je resserre alors mon étreinte et je l'embrasse fougueusement. Mes doigts caressent son dos, ses épaules, sa gorge et poursuivent leur voyage. Soudain je me fige. Je recule un peu, passe ma main sur mon visage. Je dois calmer mes ardeurs. Emma, mon Emma, tu me rends dingue. Je détourne la tête pour cacher mon désir. Je ne veux pas jouer avec le feu. Emma me considère avec surprise et un bref instant reste plantée, hésitante. Puis elle s'avance et pose une main sur ma poitrine, rétablissant le contact physique que j'ai interrompu. Friedrich, commence-t-elle. Viens, dis-je, reprenant peu à peu mes esprits. Je lui prends la main pour l'entraîner vers le lit sur lequel je m'installe, calant un oreiller contre la tête de lit, et je l'invite à se blottir entre mes bras, la tête nichée dans mon cou. Je la maintiens serrée contre moi et lui caresse les mains. J'aimerais que ce moment dure toujours, me murmure-t-elle. Moi aussi. Mais j'ai bien peur que la réalité de la guerre nous rattrape très vite. Nous avons déjà abordé le sujet et je ne tiens pas à m'éterniser là-dessus. Mais Emma ne semble pas de cet avis. Tu as toujours été en désaccord avec le régime que tu es censé représenter ? Non. Au début, quand Hitler est arrivé au pouvoir, même si certaines idées me heurtaient, il a fait de bonnes choses. Il a redonné de l'espoir au peuple allemand qui s'était senti lésé après la défaite en 1918. Il a relancé l'économie, réduit le chômage, créé un sentiment communautaire pour les jeunes à travers la discipline et le sport. Je ne me posais pas la question du comment et du pourquoi à l'époque. Je ne voyais que les résultats. Je m'interromps, cherchant comment poursuivre. C'est un peu plus tard que j'ai réalisé avec quelle méthode il y était parvenu. L'anéantissement de tous les opposants, sa haine des Juifs et d'autres populations. À ça, je n'ai jamais pu adhérer, affirmai-je pour conclure. C'est vrai ce qu'on dit pour les Juifs ? Quoi ? Qu'on les emmène dans des camps d'où ils ne reviendront jamais ? D'où tiens-tu ça ? Je la dévisage, les sourcils froncés. Que cherche-t-elle exactement ? Elle doit me juger digne de confiance,
mais se montre imprudente. Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet, argue-t-elle. Hélas, j'ai bien peur qu'elles soient vraies. On essaie de nous le cacher, mais je sais par un ami qui est dans la SS qu'il existe effectivement des camps où on les extermine. Pourquoi? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Rien. Ils sont juifs. Et ça ne te révolte pas? Bien sûr que si. C'est bien pour ça que j'ai refusé d'être dans la SS comme mon ami Reinhardt. Je suis content d'être dans la Wehrmacht. Et surtout, d'être en France depuis mai cette année. Ici, les soldats ont l'obligation d'être corrects avec la population. Tu n'imagines pas les horreurs que j'ai vues en Pologne et en Russie, souvent perpétrées par la SS ou la Gestapo. Bien que je n'y ai pas participé directement, je porte cette culpabilité en moi. Car même la Wehrmacht n'a pas les mains propres. Jusqu'ici, j'ai échappé à l'obligation d'exécuter des ordres qui me dégoûtent. Vous êtes beaucoup à penser ainsi? Un certain nombre, j'ose espérer. La majorité des Allemands n'est pas nazie. Mais oser le dire ouvertement, c'est être condamné à être emprisonné, déporté ou exécuté. Mon père, par exemple, adhérait au SPD. Quand Hitler a pris le pouvoir, ce parti a été interdit, comme d'autres, et montrer qu'on a des idées politiques différentes de celles d'une SDAP est extrêmement dangereux. Une chose est certaine, les soldats qui combattaient avec moi sur le front russe auraient préféré être auprès des leurs plutôt que d'opprimer des peuples pour les arianiser. Nos familles subissent les mêmes restrictions que vous en France. Tout est rationné. On ne trouve même plus certains produits qu'on trouve encore ici. À quoi bon tout ça alors? Là est le cœur du problème. Beaucoup de soldats sont découragés, n'ont plus envie de se battre. Je fais une pause, plongée dans mes pensées, avant de reprendre sur un autre sujet, ou presque. L'homme qui m'a donné le goût de la littérature et de la poésie était juif. C'est vrai? C'était un professeur à la retraite de l'université de Heidelberg qui passait ses vacances à Feldberg. Il m'a fait découvrir Goethe et Heine, mon auteur allemand préféré. Mais je ne m'en vante pas quand je parle littérature avec des compatriotes. Pourquoi? Heine était juif, Schatz. Je réfléchis un instant, mes yeux dans ceux d'Emma, ses beaux yeux. Je me mets alors à réciter de mémoire. Saphire sind die Augen dein, die lieblichen, die süßen. Oh, dreimal glücklich ist der Mann, den sie mit Liebe grüßen. Dein Herz, es ist ein Diamant, der edle Lichter sprüht. Oh, dreimal glücklich ist der Mann, für den es lieben glüht. Celle qui m'a inspiré ce poème me sourit attendrie. Je n'ai rien compris, à part les mots saphir et diamant, mais c'est joli. C'est de Heine. Et en effet, il parle de tes yeux saphirs, mais aussi de ton cœur de diamant. Mes yeux et mon cœur? Oui, tes yeux adorables et ton cœur pour lequel je brûle d'amour. De nouveau, comme sur la côte Sainte-Catherine, elle s'est laissée embarquer par la mélodie de ma langue maternelle. Et la littérature française, qui te l'a fait aimer? Ma mère m'a fait connaître les auteurs classiques et un de mes professeurs à l'université de Freiburg, Hugo Friedrich, est un spécialiste entre autres de la littérature française. Le sujet de sa thèse était le sentimentalisme français, précisai-je avec un sourire. Maintenant que tu en sais encore un peu plus sur moi, j'aimerais que nous abordions le moins possible ce sujet. Et les murs ont des oreilles, et des oreilles mal intentionnées. Mais je voulais que tu comprennes que je ne suis pas un monstre nazi. Je le savais déjà. Je crois que je l'ai toujours su. Mais il y a une chose dont je voudrais être certaine. Est-ce qu'une femme t'attend là-bas en Allemagne? Voilà qu'elle recommence. Ni en Allemagne, ni ailleurs. Je pensais avoir été claire au dancing. Ma réponse jaillit spontanément,
sans une once d'hésitation, semble la rassurer, et elle se retourne vers moi. Elle me sourit et dépose un baiser au coin de ma bouche. Je n'en attendais pas moins pour bouger la tête, et nos lèvres s'unissent de nouveau pour un baiser langoureux qui devient rapidement enflammé. Emma frémit lorsque je commence à faire descendre la fermeture éclair de sa robe d'une main. L'autre effleure le bas de son dos, déclenchant une série de frissons en elle, pendant que mes lèvres parcourent son cou. Lentement, je fais glisser le haut de la robe. Son corps réagit à chacun de mes gestes. C'est à ce moment que, dans un murmure, elle m'avoue « Friedrich, je n'ai jamais… » Je la fais taire d'un baiser. Je sais. Je me redresse et la fais basculer sur le dos doucement. Je descends mes bretelles et en hâte, je déboutonne entièrement ma chemise pour m'en débarrasser. Emma, les yeux grands ouverts, pose les mains sur mon torse et marque un temps d'arrêt en voyant la cicatrice qui barre la moitié de mon thorax. Du bout des doigts, elle en suit tous les contours et me regarde, interrogative. Souvenir du front russe, dis-je en réponse à sa question muette. Puis elle poursuit son effleurement le long de mes muscles pectoraux et abdominaux, n'épargnant aucun centimètre de peau. Galvanisée, je la contemple. Son regard passionné, sa bouche entr'ouverte, m'attire irrésistiblement. Elle est si belle. Enfin, je me penche de nouveau sur elle pour prendre possession de ses lèvres. Enflammée par ce feu qui me dévore, mes mains deviennent plus audacieuses. Elle s'empare de ses seins, de ses douces courbes. Je voudrais que mes mains soient partout à la fois. Elle se laisse faire lorsque je lui enlève complètement sa robe. Soumise à mes caresses, elle se cambre, déchaînant une onde de désir irrépressible en moi. J'approche à nouveau mes lèvres de celles rosées d'Emma, pendant que ma main glisse furtivement dans sa culotte. Elle tressaille, mais me laisse faire en me rendant mon baiser. Un cri de surprise lui échappe alors que j'introduis un doigt en elle. J'observe sans mot dire son visage expressif à chaque fois que j'entre et que je sors d'entre ses cuisses. Elle halète sans même essayer de se contrôler, et je la sens si chaude, si étroite et trempée. J'ai envie de la prendre là, tout de suite, mais je veux que ce moment soit unique pour elle. Je la recouvre de caresses et de baisers pendant encore de longues minutes. Emma n'a rien à voir avec toutes les femmes que j'ai pu connaître en Allemagne, en Pologne, en Russie et même en France. Résister à la pénétrer immédiatement avec ardeur et passion est une torture. Je sens ses doigts parcourir mon dos, glisser le long de mes reins et enfin effleurer mes fesses. J'explore son corps centimètre par centimètre. Ma langue et mes mains dessinent le trajet jusqu'à l'objet de mon désir que ne protège plus que sa fine culotte. Je fais glisser lentement ce dernier vêtement sur ses jambes et jusqu'à ses pieds avant de l'ôter complètement. Dans les yeux d'Emma, étendue entièrement nue dans ce grand lit, je lis à la fois du désir et de la peur. Je m'approche d'elle lentement, tendrement, et j'effleure ses seins d'une caresse qui suit son chemin jusqu'à ses cheveux, avant de redescendre le long de son bras, puis son frêle poignet. Là, je saisis sa main, que je guide jusqu'à mon membre tendu. Ses yeux expriment de la surprise, mais sa main suit les gestes que je lui imprime afin que ses doigts chauds et fins le caressent. Bientôt, je libère son poignet et sa main qui poursuit ses doux attouchements. Je me penche pour saisir un téton entre mes lèvres, puis ma langue descend avec lenteur le long de son ventre. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter là, et je descends encore, bien plus bas. Doucement, j'ouvre les cuisses d'Emma, m'allonge sur le ventre, et je parcours ses replis intimes avec mes lèvres. Lorsque ma bouche et ma langue s'aventurent plus loin, je la sens frissonner, et elle ne peut contenir un cri. Pour la maintenir en place, je serre de nouveau ses cuisses entre mes bras, et je poursuis mon exploration avec ma langue. À travers mes paupières entr'ouvertes, j'observe le corps d'Emma, sa poitrine qui se soulève et s'abaisse en un rythme de plus en plus saccadé.
Par instants, je surprends son regard troublé et ébloui. Aucun repli ne m'échappe. Sentant que je peux aller plus loin, j'approche une main de l'intimité d'Emma, continuant à la titiller avec ma langue. J'enfonce de nouveau un doigt en elle, puis un deuxième. Lorsque j'introduis un troisième doigt, un gémissement contenu s'échappe de sa gorge. Incapable de se contrôler, elle se cambre, son corps réagissant par réflexe à la vague de plaisir inconnu qui la submerge. Des perles de sueur couvrent son front, témoignant du bouillonnement de ses sens. Je remonte doucement vers Emma, déposer un baiser dans son cou. Je parcours de nouveau lentement de mes doigts son corps encore frémissant, pendant qu'elle reprend ses esprits. Elle me sourit et se lève entre mes bras. Je t'aime, Emma. Je resserre mes bras autour d'elle, comme si j'avais peur qu'elle s'envole, et je sens sa voix presque endormie me susurrer. Moi aussi, je t'aime. D'un seul coup, je me sens l'homme le plus heureux du monde. Emma assoupit tout contre moi. Emma, 24 juillet 1943. La tête sur la poitrine de Friedrich, je me réveille la première. Je m'en veux de m'être endormie si vite. J'aurais pu profiter plus de cette sensation unique que me procurent nos deux corps emmêlés en restant éveillés. Mais le sommeil avait eu raison de moi. Peut-être ai-je rêvé. Mais la respiration régulière près de moi et le bras qui m'entoure me prouvent que non. Je sens que je rougis quand je me rends compte que je suis nue. Friedrich m'a fait découvrir un monde de plaisir sans me priver de ma virginité, estimant certainement qu'ayant bu, je n'étais pas en état d'y consentir avec clairvoyance. J'ai toutefois un sentiment d'inachevé. Ce qu'il m'a montré me rend curieuse d'aller plus loin, même si j'ai peur. Friedrich remue quand je lui caresse la poitrine. Il ouvre les yeux et m'attire à lui. Il recommence à m'embrasser dans le cou, laissant errer ses mains sur mes hanches. Puis il se redresse et dépose un baiser furtif sur mon front. Je viens nous chercher un petit déjeuner, annonce-t-il. Il se lève, enfile vite son uniforme et ses bottes, et quitte la chambre. Restée seule, je m'évade dans mes songes, sentant encore les caresses de Friedrich sur ma peau. Mon rêve est interrompu par son retour, avec un plateau garni de croissants, de vrai café, des tranches de pain, du beurre et de la confiture. Rien que l'odeur du café est un pur bonheur. J'ai remonté le drap sur ma nudité, sous le regard de mon amoureux qui, lui, est habillé. Il a juste ôté ses bottes. C'est ainsi que je prends pour la première fois de ma vie mon petit déjeuner au lit. Friedrich finit de déjeuner avant moi et me regarde manger de bon appétit. Lorsque j'ai fini, je m'enveloppe dans le drap pour me rendre dans la salle de bain. « Est-ce bien nécessaire ?» m'interroge mon amoureux en riant. « Tu sais que je t'ai regardé sous toutes les coutures cette nuit ?» Je rougis à ce rappel et je ne réagis pas quand il s'approche. Quand il se colle à moi, je sens son excitation et me penche en arrière. Il semble avoir perdu toute réserve. Il se détache de moi pour faire tomber le drap, prenant le temps de me contempler. Puis sa bouche et ses mains recommencent à effleurer ma peau. J'éprouve très vite la même envie que lui. Des frissons parcourent ma colonne vertébrale, je mords ma lèvre inférieure et je ferme les yeux. Je me laisse aller et je réponds ardemment à ces caresses expertes qui me bouleversent et embrasent mon corps. Envahi par le désir, je déboucle la ceinture de sa veste d'une main malhabile, puis la pousse de ses épaules, la laissant tomber au sol. Je déboutonne ensuite sa chemise. Peinant, tant mes doigts tremblent sous le coup de l'émotion, dévoilant son torse musclé, presque dépourvu de poils. En réponse, Friedrich me porte dans ses bras et me dépose de nouveau sur le lit. Excité, je dégrave son pantalon, toujours aussi maladroitement. Il cherche dans mon regard la confirmation de mes gestes. « Fais-moi l'amour, murmurai-je. » Il se débarrasse rapidement du reste de ses vêtements. Une vague de chaleur m'a envahi.
Le feu couvant dans mon bas-ventre s'intensifie sous ses doigts. Attentif à mes réactions, il me guide dans ce monde d'effleurements, d'étreintes, de soupirs, dont j'avais eu un trop bref aperçu pendant la nuit. Il embrasse avidement mon cou, ma gorge, mes seins exposés à son désir exigeant. Aucun centimètre de peau n'est épargné, et mes mamelons, rendus plus sensibles et réceptifs sous ses coups de langue, se durcissent. Il va même jusqu'à les mordiller du bout des dents, et je ressens un frisson de plaisir. Malgré l'urgence du désir qui l'habite, il s'interrompt pour me contempler. Moi aussi, j'observe ses lèvres qui me font frémir, son regard dévorant sur moi, ses cheveux blonds foncés, en bataille, encadrant son beau visage viril. Puis doucement, il fait glisser sa main sur ma cuisse, remontant jusqu'à effleurer mes lèvres intimes. Je sens que je suis trempée, impatiente qu'il me prenne. Il écarte un peu plus mes cuisses, rapproche son corps nu du mien, et nos épidermes brûlants se touchent enfin, s'unissant dans un élan de désir trop longtemps bridé. Ma respiration accélère, tandis que mon cœur s'emballe. Je sens le poids de Friedrich au-dessus de moi, bien qu'il se maintienne sur les coudes pour en atténuer la portée. Son souffle chaud se mêle au mien, et nos lèvres se joignent dans un baiser passionné. Nos langues s'entrelacent. C'est alors que je sens son membre dur comme la pierre s'enfoncer en moi avec une lenteur et une douceur infinie. La douleur est soudaine, et je pousse un cri tout en me crispant. Mais Friedrich me serre contre lui, ses bras enveloppant mon corps mince, et cette étreinte me fait sentir tout l'amour qu'il me voue. « Ça peut faire mal la première fois. Je suis désolé, me murmure-t-il, contrit. Il reste immobile un moment, lové contre moi, attendant que mon corps s'habitue à cette présence nouvelle en moi. Il est à l'affût de la moindre réaction de ma part, au moindre frémissement, à un signe de soulagement. Lorsque je cesse de grimacer de douleur, il commence à bouger, d'abord lentement, m'apaisant d'une voix douce afin que je me détende. Je ferme les yeux pour relâcher mes muscles tétanisés par la douleur, puis la tension s'estompe petit à petit, laissant la place à des sensations inédites, mêlant une légère douleur et du plaisir. Friedrich a senti le changement qui s'opère en moi et augmente progressivement la profondeur et la vitesse de ses va-et-vient. Je referme mes bras dans son dos et j'enroule mes jambes autour de son bassin. Il déploie des trésors de tendresse et de petits cris entrecoupés d'allaitements m'échappent. Je ressens une extrême volupté, une sensation unique. Il fixe le rythme et je le suis. Je sens que j'appartiens corps et âme à cet homme qui m'observe avant de jouir à son tour. Il m'embrasse avec fougue pendant que je reprends mon souffle. Dans un dernier tressaillement de désir, il pousse un long soupir et s'effondre sur moi. Je continue de lui caresser le dos, de glisser les doigts dans ses cheveux, mais il reprend rapidement ses esprits pour me couvrir de baisers et de caresses. Je suis désormais une femme éperdument amoureuse de mon bel officier. Nous restons longtemps émerveillés, nos corps enlacés. Je n'ai pas envie de le quitter, et il ne semble pas prêt non plus à me laisser partir. Dès qu'il me regarde, je lis le désir dans ses yeux, et dès qu'il me touche, je suis projetée dans un merveilleux monde parallèle. Nous ne sommes pas sortis de la journée, nous contentant de pain, de fromage et d'une pomme chacun. Nous avions surtout faim l'un de l'autre. Nous sommes juste allés boire un verre le soir, mais un regard d'un passant inconnu m'a brutalement rappelé à l'ordre. Ce que j'ai lu dans ses yeux et ce qu'il a murmuré entre ses dents, putain boche, m'a noué les entrailles. Cette sensation de malaise m'a suivi jusqu'à notre retour à l'hôtel de la Poste. Je reste muette. Mon mutisme persistant et ma pâleur ne passent bien sûr pas inaperçus. Mon amant me prend par la taille. Friedrich, nous ne devons pas continuer, dis-je en baissant la tête, me mordant nerveusement la lèvre inférieure. C'est à cause de ce que ce type a dit tout à l'heure ?
Tu veux vraiment que nous arrêtions de nous voir » s'écrie-t-il, masquant mal sa déception. Il le faut. Mais les larmes commencent à rouler sur mes joues. Je ne te crois pas, s'emporte-t-il. Ton attitude, tes larmes, ta façon de répondre à mes baisers laissent penser tout le contraire de ce que tu dis. Je tente sans grande conviction de le repousser et tourne la tête. Il me presse encore plus contre lui, dégage mes cheveux pour m'embrasser dans le cou. J'essaye d'esquiver en me penchant sur le côté, mais il me retient de force, s'empare de mes lèvres presque brutalement, laissant ses mains me caresser. Mon corps réagit aussitôt. Prêt à rendre les armes, j'éclate en sanglots et Friedrich m'enlace, me caressant la tête. Excuse-moi, mon amour. L'idée de te perdre me rend fou. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de moi. Ses gestes sont redevenus doux et délicats. L'angoisse, le chagrin laissent la place à cette envie de l'aimer et d'être aimé, au désir envers et contre tout. Il commence à descendre la fermeture de ma robe, mais je parviens à réfréner son ardeur. Essaie de te mettre à ma place, Friedrich. Dans quelque temps, Dieu sait quand, tu vas partir et tu m'oublieras. Tandis que moi, je reste ici. Je serai une pute à boche. En outre, que se passera-t-il si je tombe enceinte? Que vais-je faire avec l'enfant d'un Allemand qui ne reviendra peut-être jamais? Mes mots le pétrifient. Je t'ai déjà dit que personne ne m'attend en Allemagne, hormis mes parents. Je ne sais pas quand ni comment finira cette guerre, mais je ne peux pas t'oublier, et je te promets de faire tout mon possible pour te rejoindre, si nous venions à être séparés, affirme-t-il, en me tenant les mains, comme pour donner plus de poids à ses paroles. Pour le reste, on fera attention. Dans un soupir, il me fleure la joue. Je t'en supplie, ne me repousse pas. C'est vrai que tôt ou tard, on m'enverra ailleurs. C'est justement pour cette raison que je refuse que nous cessions de nous voir. Je veux passer le maximum de temps avec toi avant que cette guerre nous sépare. Ce n'est que si j'ai cette perspective de te revoir que je pourrai survivre, assure-t-il tristement. Ses propos me font l'effet d'une gifle. Il s'est déjà préparé à cette éventualité d'un départ. Cette épreuve, moi aussi, je l'envisageais, au début de notre relation. Depuis que l'amour a tout envahi, je l'ai refoulé au fond de moi. Je n'ai pas la moindre idée du délai qui nous reste, mais les choses peuvent aller très vite. Nous allons devoir échafauder un plan au cas où nous serions séparés, où tu serais en danger. Par exemple, un réseau de passeurs, pour la Suisse par exemple. Sa façon de me regarder me met d'un seul coup mal à l'aise. Pourquoi dit-il ça? Sait-il que justement je suis en contact avec des passeurs? Que je fais moi-même partie d'un réseau? Tu envisages de déserter? Il fait un signe de dénégation. Tout simplement, quel que soit le camp qui gagne cette guerre, après la capitulation des vaincus, je pense qu'il nous sera peut-être difficile de nous aimer dans ton pays comme dans le mien. Et la Suisse est un pays neutre. C'est une porte de sortie à ne pas négliger s'il était impossible que je revienne te chercher ici. Je lui promets de garder cette suggestion en mémoire, même si je suis persuadée que nous n'en aurons pas besoin. Je lui demande ses motivations à se battre encore pour son pays. Plus nous en parlons, plus je me rends compte qu'il n'adhère pas au projet que le Führer a pour le Reich, et il me le confirme. Cette guerre me dégoûte depuis longtemps. La seule bonne chose qu'elle m'a apportée, c'est toi. En outre, je suis sous le charme de ta région. Sur ces derniers mots, il me pousse doucement, m'invitant à me mettre sur le ventre. Puis il écarte mes longs cheveux de mon visage, tourné vers lui, et recommence à m'abreuver de tendres baisers. Ses lèvres glissent sur mon front, ma joue, descendent le long de ma colonne vertébrale, suivent la courbe de mes hanches. Son membre est de nouveau dur. Son désir pour moi semble sans limite. Il se presse contre mes fesses. Alors que je tente de me retourner, il me maintient allongé sur le ventre
et de ses doigts habiles se glisse entre mes cuisses, dessinant des cercles concentriques autour de mon clitoris. Il guette la moindre de mes réactions, gémissements, modifications de ma respiration. Puis me jugeant prête, il se place au-dessus de moi, sentant la chaleur de mon corps répondre à la sienne. La sensation de son membre dressé contre mes fesses est délicieuse, presque insupportable de plaisir. Me sentant m'ouvrir lentement, il se fraye un chemin en moi, s'y enfonce délicatement, tandis que ma main instinctivement serre autour de mon bourgeon si sensible. Il commence par des mouvements mesurés, puis augmente le rythme. Je suis parcourue par des décharges de béatitude, des sensations d'une intensité inconnue jusqu'alors. Mon cœur bat à une cadence folle, annonçant l'imminence de l'orgasme. À chaque mouvement, à chaque va-et-vient, je peux sentir la verge dure de Friedrich, alors que je touche cette zone si sensible de mon intimité. Une exaltation passionnée de me donner entièrement à lui me prend aux tripes. Pendant que la respiration de mon amant s'accélère, je suis assiégée par un raz-de-marée de pur plaisir, une salve d'extase absolue qui s'empare de tout mon être, de mes orteils à la racine de mes cheveux. Au même moment, Friedrich se retire, et dans une avalanche de sensualité et de félicité, laisse échapper un grognement de jouissance, déversant toute sa semence sur moi. Mon orgasme a déclenché le sien, et je l'accueille, comblé, dans cet univers de plaisir partagé. Après l'amour, ce samedi soir, nous nous endormons blottis l'un contre l'autre. Nous avons encore le lendemain, rien qu'à nous. Friedrich a prévu de me reconduire chez moi dimanche soir, après le couvre-feu, pour limiter les rencontres désagréables. Emma, 30 août 1943. Pris par nos obligations respectives, nous ne nous voyons guère pendant la semaine qui suit, à part quelques minutes volées dans le jardin de l'hôtel de ville. Ce dernier vendredi d'août, alors que je rentre du travail sans avoir vu Friedrich, je suis interceptée par la concierge de notre immeuble. Elle me fait entrer dans sa loge. « Emma, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. » Je déglutis avec difficulté, me demandant ce qu'elle va m'annoncer. « Vous avez de nouveaux voisins de palier. Seulement, il y a un problème. Ce sont des soldats allemands. Je sais que vous ne les aimez pas beaucoup, alors je voulais vous avertir avant que vous ne vous trouviez nez à nez avec eux. » Merci, Rose. J'imagine que les autorités d'occupation attribuent les appartements qu'occupaient les Juifs à des gens de leur bord. Au moins, avec des soldats, nous savons à qui nous avons vraiment affaire. C'est vrai, ça, opine la concierge. Et de toute façon, avec mon travail, je ne ferai que les croiser. Allez, ne vous tracassez pas. Bonne soirée. Je monte jusqu'à mon 3e étage sans rencontrer âme qui vive. Après avoir ôté mon uniforme, j'enfile juste une robe, chemise boutonnée en cotonnade imprimée que je possède depuis des années. Je me contente d'un reste de potage pour mon dîner avec une pomme, dont j'ai toute une réserve grâce à mes parents. Je m'apprête à me coucher quand j'entends frapper à ma porte. Je n'attends personne à cette heure. Aucun de mes contacts avec le réseau de résistants ne viendrait chez moi. J'entrouvre la porte avec prudence et je me retrouve face à un jeune soldat allemand qui me sourit de toutes ses dents, un petit brun avec un visage poupin, pas le genre qui fait peur. « Bonsoir, mademoiselle, je m'appelle Hans Gruber. Nous sommes vos nouveaux voisins, » me dit-il avec un fort accent. « Mon supérieur m'a demandé de venir vous inviter pour faire connaissance. »« C'est très gentil, Herr Gruber, mais je suis fatiguée et je travaille demain très tôt. Un autre jour peut-être. »« J'insiste, mademoiselle. L'Oberleutnant von Richter tient absolument à ce que vous veniez. »« Qu'avez-vous dit ? Oberleutnant von Richter ? Friedrich von Richter ? Interrogeai-je, incrédule. Oui, mademoiselle. Mon cœur s'emballe. Friedrich, mon nouveau voisin. D'accord, je vous suis. J'en oublie que je suis pieds nus.
Hans me fait pénétrer dans l'ex-appartement des Isaac, où tout est resté en état. Friedrich nous attend avec une bouteille de cidre, hilar. Je le regarde rire, les mains sur les hanches. Alors comme ça, tu es mon nouveau voisin. Tu es content de toi, j'imagine. Tu aurais pu me prévenir. Je voulais te réserver la surprise. Il y a un moment que je voulais quitter l'hôtel. Quand j'ai appris que des appartements vacants allaient être redistribués, j'ai demandé la liste. Quand j'ai vu qu'il y en avait un dans ta rue, à ton adresse, j'ai sauté sur l'occasion. J'ignorais que nous serions sur le même palier. Il se lève pour me prendre dans ses bras, mais j'ai un léger recul. Tu es sûr de pouvoir lui faire confiance ? Dis-je à voix basse en jetant un œil vers Hans. Je le trouve plutôt sympathique, mais je préfère être prudente. Rassure-toi, il ne nous dénoncera pas. Jusque-là, il avait une petite amie à Saint-Nil-Thibault qui travaille au château de Belménil. Mais dernièrement, il est tombé amoureux d'une blanchisseuse qui habite ici à Rouen et qui travaille à l'hospice général. Les deux s'appellent Simone d'ailleurs, à croire qu'il a un faible pour ce prénom. Attends, Simone au château de Belménil, ce ne serait pas la petite Lesper ? Une petite brune, un peu rondelette, un visage rond ? Je ne l'ai vue que 2 fois, mais ça lui ressemble, me répond mon amant. Ne me demande rien pour la nouvelle, je ne l'ai jamais vue. Il n'y en a pas 36 à la blanchisserie qui s'appelle Simone. Je pense savoir de qui il s'agit. Cette Simone-là est l'aînée de 3 frères et sœurs, et son père est prisonnier. Elle travaille avec sa mère pour nourrir sa famille. Les petites Françaises ont l'art de faire tourner les têtes des soldats de la Wehrmacht, ajoute mon officier, ironique. Si ça marchait aussi bien que les SS, ça adoucirait peut-être leurs mœurs. Je me mords la langue, j'ai peut-être parlé trop vite. Tu as raison, approuve-t-il. Pourtant, je peux t'assurer qu'ils sont sensibles au charme des Françaises blondes aux yeux bleus comme toi. Désolé, la place est déjà prise par un bel officier de la Wehrmacht. Trêve de plaisanterie. Tu l'ouvres, cette bouteille de cidre ? Ajoutai-je d'un ton enjoué. Finalement, nous vidons la dite bouteille à 3, dans une ambiance bon enfant. Lorsque Friedrich me raccompagne chez moi, je lui confie qu'à la fois je suis heureuse qu'il soit mon nouveau voisin, mais aussi perturbée par le fait que lui et Hans occupent l'appartement d'une famille de juifs dépossédés de ses biens. Je lui avoue que sur les 4 occupants, seuls les hommes ont été arrêtés et vraisemblablement déportés. Madame Isaac et sa fille ont fui, lui avouai-je. Après leur départ, j'ai eu peur que des pillards viennent se servir et j'ai essayé de sauvegarder quelques objets. Certains n'ont pas forcément de valeur financière, mais j'ai imaginé qu'elles aimeraient les retrouver quand elles reviendront. Je les ai cachés chez moi. Peut-être reste-t-il des choses. Tu n'auras qu'à venir faire le tri avec moi. Nous les mettrons dans des cartons et à l'abri chez toi, si tu veux bien. Oui, je veux bien, mais par sécurité, je les mettrai à l'abri chez mes parents. Comme tu voudras. Et moi, est-ce que je peux me mettre à l'abri dans ton lit ? Me demande-t-il malicieux. Toutes les nuits, si tu veux. Mais attention, les autres voisins ne doivent se douter de rien. Nous nous retrouvons en effet chaque soir pour passer la nuit ensemble. Dès qu'il est proche de moi, mon cœur s'accélère, et cette sensation de décharge électrique dans mon ventre me gagne. J'ai envie de ses lèvres et de tout le reste. Friedrich von Richter m'a ensorcelé. Mais chaque matin à l'aube, il rentre chez lui, sans faire de bruit, de l'autre côté du palier. Il ne risque pas de croiser quiconque. Nous sommes au dernier étage, et il n'y a que nos 2 appartements.